La seconde partie de notre débat consacrée donc à cette visite d'État qu'effectue François Hollande aux États-Unis. La dernière visite d'État remontait à 1996. C'était alors Jacques Chirac qui rencontrait Bill Clinton. 1996, ça fait loin. Vous vouliez réagir, Denis Lacorne, tout à l'heure, peut-être à ce que disait notre envoyé spécial Gauthier Rybinski, qui disait que finalement il avait le sentiment que c'était la conférence de presse de deux hommes politiques, affaiblis politiquement. Moi, je ne dirais pas qu'ils se sont affaiblis, c'est-à-dire il y a ces deux régimes présidentiels, deux républiques impériales, et là où il y a vraiment du pouvoir, c'est en politique étrangère. Et en général, lorsque le président échoue à d'énormes difficultés en politique intérieure parce que les parlements interviennent plus, sont peut-être plus réticents à approuver ce que vous faites, ou les manifestations peuvent défaire vos lois, en politique étrangère, on garde l'essentiel. Et là, la France ressemble plus aux États-Unis. Je dirais même que la République française est plus impériale que la République américaine. Le président a tous les pouvoirs en politique étrangère. Le Parlement est rarement consulté. Et aux États-Unis, Obama a un pouvoir considérable en politique étrangère. Et c'est ce qu'il fait. Dans son deuxième mandat, c'est ce qu'il va approfondir. S'il laisse une marque dans l'histoire, ça sera essentiellement à cause de ce qu'il a fait en politique étrangère. Et là, les enjeux sont essentiels. L'Iran, la question de la paix en Syrie et ailleurs, et ça sera intéressant de voir ce qui se passe. Et en même temps, est-ce que la politique étrangère est clé ? Il faut se mettre du point de vue des Américains, du point de vue des médias américains. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que la politique étrangère n'est pas importante, ça ne fait pas les gros titres, mais c'est les affaires de cœur qui l'emportent sur les affaires étrangères, comme le disait ce matin ABC News. En effet, Nicole Bacharon, ça a fait la une, en tout cas CNN, les grands journaux américains, vous le disiez, Denis Lacorne. Aujourd'hui, on ne parle finalement que de ce dîner d'État, savoir qui sera assis, qui à côté de Barack Obama, qui prendra la place de Valérie Trierweiler. Et qui dansera avec qui après le dîner. Et qui dansera avec qui après le dîner. Oui, absolument. Qui invitera qui. Mais vous avez raison de vous interroger tous sur cette relation déséquilibrée. Elle est déséquilibrée, comme le disait Steve à l'instant, à cause de la puissance des deux pays, qui évidemment n'est pas comparable. Mais c'est vrai que François Hollande en particulier est dans une situation quand même très très délicate pendant ce voyage. Bon, on le rappelle tous, ce dont les journaux parleront demain, c'est uniquement de sa vie privée, de cette espèce de vaudeville assez ridicule et donc distrayant et donc beaucoup plus amusant à mettre en avant que de graves questions de politique étrangère sur lesquelles les deux présidents affirment sans arrêt qu'ils sont d'accord. Et puis il y a aussi la situation économique de la France. C'est bien beau pendant la conférence de presse de dire que les entreprises américaines trouvent en France un climat accueillant. Certes, on mange bien en France et les gens sont, j'espère, plutôt sympathiques et les services publics fonctionnent plutôt bien. Mais quand les investissements étrangers en France ont baissé de 77%, il est certain que les entreprises américaines, comme d'autres entreprises étrangères, hésitent à venir en France avec l'instabilité fiscale, des impôts très élevés et cette espèce de parallèle constant et que Barack Obama lui-même a renforcé comme si les deux leaders menaient plus ou moins la même politique. C'est juste pas vrai. Je veux dire, Obama a relancé son économie essentiellement en baissant la plupart des impôts, pas tous. En baissant les impôts, en restructurant les entreprises, voilà. En faisant ce que nous ne faisons pas en France. Ce qui n'a pas été le cas, en tout cas en France, jusqu'à aujourd'hui. Le commerce franco-américain crée des emplois. 1 million d'emplois sont créés par les exportations françaises vers les États-Unis. Et les Américains créent des emplois en France aussi. Donc je crois qu'il ne faut pas être aussi pessimiste que vous semblez l'être. Et l'intérêt de la visite, c'est qu'on va parler de commerce et on va parler de cet accord Europe-États-Unis qui va être signé bientôt en principe et qui sera source d'emplois futurs aussi. Renaud Girard. Oui, je crois que... Vous êtes plutôt, je pense, d'accord avec Nicole Bacharon, ou est-ce que vous êtes un peu plus optimiste ? Enfin, en tout cas, Denis Lacorne, il ne faut pas être aussi pessimiste. Je crois qu'économiquement, comme nous n'avons pas réformé notre pays depuis 10 ans ou 12 ans, et que les déficits s'accroissent et que la compétitivité ne cesse de baisser et que le chômage ne cesse d'augmenter dans notre pays, nous ne sommes plus en mesure de donner des leçons. Si par exemple un président français faisait une grande conférence de presse économique comme De Gaulle l'avait faite en février 1965... C'est votre côté gaulliste, Renaud Girard. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que je pense qu'effectivement, nous sommes choyés aux États-Unis. C'est une belle visite
je dis d'État, tout ça, nous sommes choyés, mais malheureusement, je ne crois pas que nous sommes respectés. Or, quand Kennedy venait à Paris, parce qu'en fait, De Gaulle n'est jamais allé aux États-Unis, sauf pour l'enterrement de Kennedy, mais quand les visites se passaient en France, Eisenhower ou Kennedy, et Nixon, quand Kennedy était à Paris, la France était... Alors les dialogues, en fait, entre De Gaulle et Kennedy étaient très durs, parce que Kennedy voulait pas que la France ait sa propre force nucléaire de frappe, et De Gaulle s'est débrouillé pour l'avoir, mais... Avec l'aide des Américains. Comment ? Avec l'aide des Américains. Non, pas du tout sur la bombe thermonucléaire. Ça nous a coûté très cher à développer nous-mêmes. Non, ça nous a coûté très cher à développer. Sur la bombe thermonucléaire, les Américains ne nous ont pas du tout aidés. Enfin, peu importe. Ils disent que oui, Denis Lacorne et Stephen Hawking. C'est créé, on le sait maintenant, oui. Directement entre Maison Blanche et n'oubliez pas qu'on parle d'affaires de cœur. Jackie Kennedy. Bon, écoutez, moi Paris a un rôle important. Il y a Jackie Kennedy. Allez, Renaud Girard termine et ensuite je vous donne la parole. Des secrets si bien cachés sur les relations entre les États-Unis et chez Fayard, et donc on a le transcript des conversations Kennedy-De Gaulle. Kennedy essaye de faire abandonner par De Gaulle l'indépendance nucléaire de la force de frappe française. C'est tout à fait clair. Bien. Ce que je veux dire, c'est que à cette époque-là, nous sommes respectés, et qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression, je suis un peu triste d'ailleurs, que nous sommes davantage choyés que respectés, et je ne crois pas du tout à la special relationship avec la France, que s'institue une special relationship avec la France où on remplacerait l'Angleterre, et j'en veux pour preuve l'affaire Snowden. Vous avez remarqué que dans l'affaire Snowden, les dirigeants et les institutions britanniques et australiennes et néo-zélandaises et canadiennes, les vrais alliés, n'ont pas été écoutés. En revanche, nous avons été écoutés. Donc je ne crois pas du tout, je crois que nous avons de très bonnes relations et qu'elles vont continuer. Nous sommes la plus vieille alliance du monde. Alors, je vais vous faire réagir, Denis Lacorne. Mais je ne crois pas à la special relationship, et je ne crois pas... Vous pensez qu'on n'est pas respecté? Je crois qu'on est plus choyé que respecté. Alors, Denis Lacorne, je vais vous demander de répondre à ce que vient de dire Renaud Girard, mais avant ça, justement, sur l'affaire Snowden, il en a parlé, François Hollande, donc des écoutes de la NSA, voilà ce qu'il a dit. Il a clarifié, en tout cas, la relation, il a clarifié, en tout cas, l'affaire avec le président Obama. On l'écoute. À la suite des révélations qui ont été celles de Snowden, nous avons établi une clarification entre le président Obama et moi-même sur le passé. Ensuite, nous avons travaillé à une coopération qui puisse permettre de lutter contre le terrorisme et en même temps de respecter des principes. Et nous avançons dans la voie de cette coopération. Et il y a une confiance mutuelle qui a été restaurée. Denis Lacorne, vous êtes d'accord avec Renaud Girard lorsqu'il dit « nous ne sommes pas respectés » ? Non, mais c'est trop facile de dire c'est asymétrique. Évidemment, la France est un petit pays par rapport aux États-Unis. Là n'est pas le problème. Et ce qui est intéressant dans le voyage de Hollande, c'est son degré d'ouverture et le désir de créer, oui, une relation spéciale, mais peut-être là où on ne l'attend pas. C'est pas tant en matière militaire, c'est en matière d'ouverture à l'innovation technologique. Le voyage de Silicon Valley demain est tout à fait symbolique de ça. Et dans le fond, là, on n'est pas donneur de leçons, on essaye d'en prendre, d'invoquer, non pas d'imiter, mais de s'inspirer du modèle américain de création d'emplois dans l'innovation, dans le net. Et n'oublions pas le travail qui a été fait par Fleur Pellerin, qui est considérable. On a maintenant une logo, la French Tech, qui est un coq, qui est un label du gouvernement pour l'innovation technologique. Il y a des sites web consacrés aux Français qui vont dans la Silicon Valley et vice-versa, qui s'appellent par exemple French Tech, ou bien Rue de Baguette, ou bien Tech Baguette,
qui sont des sites. Alors, c'est intéressant, il y a toujours baguette, ce qui caractérise la France, mais ce sont des sites, des blocs qui sont consacrés aux innovateurs, aux innovations, et c'est ce qui va se passer demain. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Mais est-ce que nous, on ne va pas se prendre par contre une leçon demain quand François Hollande va aller dans la Silicon Valley, qui va rencontrer des jeunes chefs d'entreprise français qui vont lui expliquer, nous, voyez, on part dans la Silicon Valley parce que en France, malheureusement, pour monter des startups, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que là, ils vont pas, eux, nous donner une leçon? Hollande a exprimé le désir, et Fleur Pellerin, c'est ça qui est intéressant, d'aider les startups, non pas en prenant une place, ce que faisait De Gaulle. Il n'est plus question des champions nationaux où on va créer le Concorde et plus tard le Minitel, on court à l'échec. Là, au contraire, il s'agit d'investir de façon minoritaire dans des groupes qui sont du venture capital et qui vont aider de jeunes entrepreneurs à percer. Donc là, il y a un État modeste. C'est pas du tout l'État gaulliste qui veut tout envahir et du haut va imposer une innovation qui va échouer. C'est l'État modeste qui veut intervenir, faciliter l'entrepreneuriat, faciliter le financement du venture capital. En tout cas, c'est ce qui est affirmé. Et c'est un discours qui est neuf en France. Et je crois qu'il faut le souligner. Lancé par De Gaulle à Toulouse est échoué. On croyait aux champions nationaux. Oui, mais je pense que c'est un grand succès que l'aéroport, le programme Airbus. Je ne crois pas. Je crois que technologiquement, ça a eu beaucoup. Je crois que technologiquement, le Concorde a apporté beaucoup à la France. Je pense que le programme Airbus, comme chacun sait, a été lancé dans les années 60 par le général De Gaulle. Je pense que c'était un immense succès, qu'on est arrivé au niveau de Boeing, que le Concorde était effectivement un échec commercial. Les Américains ne nous ont pas du tout beaucoup aidés parce qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas atterrir à New York parce que c'est un avion qui faisait du bruit. Oui, les avions font du bruit, mais ils ne nous ont pas beaucoup aidés là-dessus. Mais ceci dit, je pense qu'en retombée technologique... Un avion qui était réservé aux plus riches. C'était un avion effectivement d'élite, mais c'était un exploit. Et je pense... Les voyages des plus riches. Et je pense, comme d'ailleurs les dépenses militaires américaines très importante qui était subventionnée, je pense que ça a eu des retombées sur l'aéronautique très importantes, comme le programme nucléaire aussi, qui est une de nos industries fortes qu'a lancé le général de Gaulle. Et je pense qu'aujourd'hui, si notre aérospatial est notre dernier bon secteur industriel, c'est dû effectivement à une politique. Vous pouvez la critiquer en l'appelant colbertiste ou étatiste, peu importe, mais avec un investissement d'une école d'aéronautique d'ingénieurs, avec des investissements étatiques très importants qui ont réussi. Ne marche pas Silicon Valley. Silicon Valley, c'est le contraire. En même temps, il est inconcevable d'imaginer Silicon Valley où un chef d'État va créer des start-up. C'est aberrant. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut un environnement fiscal en France qui permette la création des start-up, ce qui n'est pas le cas en France. Et c'est pour ça que la personne que vous avez citée, c'est le fondateur quand même du mouvement des pigeons le mouvement des pigeons en France. Il est allé s'installer. En Californie pour faire sa start-up. Je pense que les États-Unis comme la France ont perdu les grands programmes qui font rêver et qui effectivement ont d'immenses retombées scientifiques et économiques. Et je pense à l'exploration de l'espace aux États-Unis et à une partie de l'aéronautique en France. Alors c'est vrai que c'est très coûteux, mais c'est un rôle qui ne peut être que celui d'un État fort et riche et qui investit. Même aux États-Unis, ça n'est pas partie de l'entreprise privée. Par contre, c'est vrai que le modèle de la Silicon Valley est complètement différent. Moi, quand je travaille à Stanford, donc l'université qui est vraiment le centre, le cœur de cette Silicon Valley, et qui montre immédiatement, dès qu'on est, à quel point les relations entre l'université, le monde de la finance et le monde de l'entreprise, et comme tout cela est mêlé et se parle sans hiatus, sans mépris ou sans méfiance mutuelle. C'est vrai que ça nous... On a des choses à apprendre, nous, Français, on a des de choses cette à Silicon apprendre, Valley. mais moi, je suis assez sceptique quand je vois, par exemple, Denis Lacan parle d'un État modeste. J'espère que c'est vrai, parce que ce fameux US French Tech Hub, qui est lancé, je crois, maintenant à San Francisco, je crois Vous pouvez nous en parler un peu plus de ce US French à Boston. Tech Hub. Voilà, c'est supposé être, si je ne me trompe pas, une espèce de pépinière pour soutenir des jeunes entreprises françaises qui se créent aux États-Unis. Mais sur le modèle de quoi? Sur le modèle des hubs, justement, qui existent aux États-Unis et où l'État n'intervient pas, ou à peine, où des entreprises
naissantes en général se regroupent pour partager les locaux, la cantine, les marchés, les financements, les carnets d'adresses, etc., et où l'État intervient justement en matière fiscale, en matière de charges, etc., pour soutenir, mais non pas pour créer ce qui me semble être peut-être une usine à gaz. On a des chambres de commerce aux États-Unis qui sont actives. A-t-on besoin de davantage d'États? Hier, je trouvais ça assez ironique quand on voyait François Hollande et Barack Obama à Monticello, donc chez Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, c'était vraiment l'homme des droits locaux et le partisan d'un gouvernement fédéral s'occupant effectivement de la politique étrangère, de l'extérieur, des grandes conditions du commerce, mais certainement pas de la gestion quotidienne de la vie des citoyens ou des entreprises. Stephen Ecovitch, c'est vraiment deux modèles différents, ce modèle français et ce modèle américain, modèle économique, modèle social, finalement presque un peu à l'opposé quand même, non? Sur ces registres-là, largement. Malgré le fait qu'on partage, comme disaient les présidents, nos valeurs profondes et nos intérêts extérieurs. Mais même le modèle social est très différent aussi. Oui, il ne faut jamais oublier que les États-Unis sont fondamentalement un pays libéral. Et nos réflexes, ce sont des réflexes libéraux, ce qui est différent, bien évidemment, en France. C'est pourquoi ces journalistes français ont demandé au président Hollande pourquoi vous estimez que vous pouvez encourager des entreprises américaines de venir en France quand les Américains estiment que la France est un pays socialiste. Et en effet, même si la France n'est pas tout à fait un pays socialiste, dans l'optique libérale américaine, cette civilisation libérale, en effet, on voit en France une société et une économie socialiste. Mais on accuse aussi Obama d'être socialiste. La droite américaine est convaincue qu'Obama est un socialiste et qu'il fonctionne à l'européenne. Alors nous, on doit être des communistes alors pour la droite américaine. Si on passe encore un échelon... Si on estime que Barack Obama est socialiste, Hollande doit être vraiment bolchevique. Il y a eu un hub qui a été fait à la bourse. C'est l'ancienne bourse, maintenant c'est électronique. Donc la bourse, pour les jeunes entreprises, les startups. Il se trouve que j'ai un filleul qui était là-bas dans ces entreprises aidées par l'État. Et un jour, Fleur Pellerin est venue les voir, en vrai ministre, avec sa voiture de service, etc. Elle leur dit, vous êtes l'avenir de la France, vous êtes le sel de la terre, on vous aime, etc. Et mon filleul m'a dit à la fin, mais ce dont elle se rendait absolument pas compte, elle nous a dit pas demandé, pas posé la question, c'est qu'effectivement tous ces gens qui étaient là, aidés par l'État français dans ce hub, qui étaient là physiquement, donc place de la Bourse à Paris, c'est que aucun, ils ont tous créé des entreprises, aucun ne l'a créé en France. Ils l'ont créé soit aux États-Unis, soit en Angleterre, soit en Belgique, soit en Suisse, aucun. Qui ont été, parce que ça se passe à très petite échelle. Oui, mais ils ont été sapronnés par la France. Aucun n'a créé sa Hollande a rencontré le fondateur de Nest. Nest, c'est une nouvelle société qui a été créée il y a 5 ans par des anciens de Stanford et qui se fabrique des objets connectés, qui se spécialise dans ce domaine, des objets connectés, et notamment peut contrôler à distance son thermostat, le matin, le soir, etc. C'est un peu terrifiant d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on saura à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez, en fonction du thermostat. Donc c'est aussi un État qui est envahissant. Mais voilà, le fondateur de Nest, petite équipe de 10, en 2 ans, ça a tellement bien marché qu'il vient d'être acheté par Google pour 3 milliards de dollars. Et voilà des gens de 24 ans qui prennent une heureuse retraite après ce succès. Il n'y a pas d'équivalent en France de ça. Et pourtant, on a, et je crois que le voyage de Hollande est utile parce que c'est un voyage qui va consister à dire à nos étudiants, faites de l'engineering, faites de l'informatique, faites des maths, et à ce moment-là, peut-être qu'on vous trouvera un emploi dans les industries innovantes, et faites un séjour à Stanford ou à Berkeley, vous apprendrez des choses nouvelles. Et je crois qu'il y a quelque chose de positif dans ce voyage. Est-ce que ça réussira en France? Je ne sais pas, mais c'est un bon signal aux nouvelles générations de s'intéresser aux sciences, à l'engineering, à l'informatique. Est-ce que vous croyez que Hollande va nous ramener la recherche sur les gaz de schiste? Parce que ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'en France, du gouvernement il n'y a même pas de recherche sur les gaz de schiste. Je ne parle pas de l'exploration, de recherche. Il y a déjà 2 ministres qui expriment un intérêt, notamment Fabius et Mélenchon, qui sont favorables à la recherche. Mélenchon n'est pas ministre, mais Montebourg, oui. Montebourg, pardon. Allez, ça c'est un autre débat sur le gaz de schiste. Moi, je voudrais savoir, Nicole Bacharan, comment la France est perçue aux États-Unis? Comment les Américains nous perçoivent-ils?
Vous savez, je trouve que les États-Unis, c'est une société qui est très stratifiée. Hein. Vous avez les élites de la côte Est, les gens qui font des brillantes études, les gens qui habitent dans les grandes villes, les gens qui habitent à la campagne. C'est un continent, c'est grand, les États-Unis, comme dit mon ami André Caspi. Donc la France n'est pas perçu par tout le monde de la même manière, selon que l'on voyage ou que l'on ne voyage pas, selon les moyens financiers que l'on a. C'est vrai que la France, par exemple, en Californie, puisqu'on en parle tous et que ce sera un peu le sujet de demain, elle est bien perçue parce qu'il y a beaucoup de Français qui vraiment représentent très bien leur pays en Californie, qui sont très respectés par leur formation, par leur capacité, par leur esprit d'entreprise, par leur réussite. Et moi, quand je leur parle, je parle pas à tout le monde, mais je parle à pas mal de gens, je rencontre jamais des Français qui me disent « Ah, j'aime pas la France, jamais je vivrai en France ». Ce sont jamais des gens qui sont partis parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Ce sont des gens qui sont partis parce qu'ils ne trouvaient pas en France les conditions de vivre de leur passion ou d'aller au bout de leur projet. Et donc c'est vrai que... C'est plus facile de réussir aux États-Unis ? Oui, c'est plus facile de réussir aux États-Unis. Tout le monde ne réussit pas aux États-Unis. Par exemple, le fameux rêve américain, c'est vrai qu'il y a peu de gens pauvres aux États-Unis qui deviennent riches. Mais la possibilité existe. Et le rêve américain, c'est possible encore. Le rêve américain existe, et le fait que, effectivement, la clé de cet avenir de jeunes Français, ce soit en partie leur formation dans les nouvelles technologies, mais aussi un environnement qui, une fois qu'ils sont formés, leur permettent et les encouragent à créer des entreprises en France, ce sont un peu les deux piliers dont un fait gravement défaut ces jours-ci. Ce qui est très important, c'est qu'ils ne sont pas jalousés. Ce qui est grave, ce qui est la différence entre les deux sociétés, c'est que le type qui, par son travail, devient riche en France, il est jalousé. S'il s'achète une belle voiture, on va la rayer parce que alors qu'aux États-Unis, la richesse qui vient du travail, et il y a des taxes sur l'héritage comme chez nous, aux États-Unis, et le type qui devient riche est respecté. Il n'est pas jalousé, il n'est pas haï pour sa richesse. Et c'est le problème qu'a, je crois, avec l'entreprise aujourd'hui Hollande, c'est que il dit non, mais le message que les entrepreneurs ont reçu, c'est « riche, je vous hais ». Dans sa campagne électorale. Oui, mais est-ce que ça n'a pas toujours existé, ça, malgré tout, en France ? Est-ce que c'est vraiment la question de François Hollande ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours eu un problème, c'est-à-dire un rapport, en tout cas, à l'argent en France qui n'est pas le même quand même qu'aux États-Unis et que c'est presque structurel, c'est identitaire presque, j'ai envie de dire, Denis Lacorne, non ? Oui, c'est pas la même chose. Bon, peut-être qu'on raille des voitures luxueuses, mais on brûle des voitures pas chères. Donc ça, les Américains font pas ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que j'ai une étudiante de thèse qui fait une thèse sur l'immigration des Maghrébins en Californie. Beaucoup de ces Maghrébins algériens, tunisiens ont d'abord vécu en France, sans papier ou avec papier, au Canada, et se sont épanouis en Californie parce qu'ils aiment la Californie pour des raisons climatiques, ça leur rappelle le Maghreb, mais aussi parce qu'il y a des possibilités de réussir avec moins de discrimination, possibilité d'emprunter de l'argent en banque, possibilité de rebondir si vous faites faillite, vous recommencez, ça n'est pas choquant en soi, alors qu'en France, la faillite pèse beaucoup plus. Et ce sont des gens qui réussissent bien. Et pourquoi ils réussissent bien ? Ben parce qu'ils ont quand même fait au départ, ils le reconnaissent, de très bonnes études scientifiques en France. Ça les a aidés, mais ils ont trouvé un épanouissement qui est propre à ce qu'on peut peut-être appeler l'esprit dans une tradition weberienne de Silicon Valley ou la culture de Silicon Valley qui les a aidés. Mais alors, la grande question donc, qui se pose pour nous, est-ce que cette culture de la Silicon Valley, est-ce qu'elle est transposable dans un pays comme la France ? Est-ce qu'il faut essayer ou créer autre chose ? Ça, c'est une question fondamentale que se posent aussi les Anglais, les Allemands. Lacorne, ça veut dire revoir tout notre système, ça veut dire revoir notre système fiscal, le système administratif. Donc ça veut dire que c'est une véritable révolution. Là, c'est même plus le modèle allemand, c'est même plus les réformes Schröder. On passe encore à un niveau supérieur. Donc il y a quand même du chemin, il me semble. Enfin, la France met les moyens nécessaires pour bien former ses élites. J'ai enseigné pendant longtemps à Polytechnique, à HEC, etc. Et là, la France consacre des moyens. Donc, la France fait très bien ce travail-là. Mais après, ça se bloque. Donc, il faut trouver aussi des débouchés, de l'avenir, des futurs pour ces brillantes élites qui sont fabriquées en France. Mais, malheureusement, ils vont très souvent sur le Silicon Valley ou ailleurs. Et qui restent pas très patriotes, Nicole Bacharon l'a dit. Ces Français qui sont à l'étranger, c'est ceux qui aiment la France. Ils ont toujours aimé la France. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que c'est ces Français-là qui étaient à l'étranger qui ont le premier
servi la France libre en 1940. Il y a ces Français de l'étranger. C'est votre côté gaulliste encore qui revient, Renaud Pardon, Girard. excusez-moi. Alors, mais ces Français de l'étranger sont effectivement extrêmement patriotes. Ils aiment la langue, ils aiment leur pays, ils aiment leur civilisation. Mais il est grand temps que les gouvernements, parce que c'est pas du tout la faute seulement du gouvernement socialiste, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment réformé, qu'il a fait fuir les gens avec ces messages un peu ridicules du 75%. Ça veut rien dire de taxer à 75% quand aucun pays du monde ne taxe de manière aussi élevée l'impôt sur le revenu, et que l'économie est mondialisée. C'est un truc qui vous signifie strictement rien. Enfin, c'est de l'aberration économique. Et c'est un très mauvais signal. Mais si un gouvernement avait le courage de mettre en place un système, vous l'avez dit, social de flexibilité du travail, un système fiscalité beaucoup plus simple. Le droit du travail en France fait 3000 pages. Bon, et un système qui ne change pas sans arrêt. Les Américains vous le disent. C'est très difficile d'entreprendre en France parce que les lois changent sans arrêt. Les lois fiscales changent sans arrêt, les lois du travail changent sans arrêt. La Silicon Valley en France, c'est pas pour demain, si je vous entends bien. Une stabilité fiscale et administrative, le droit du travail. 1000 startups à Paris. Il y a le Silicon Sentier qui est en train de se développer. C'est intéressant de voir ces effets croisés. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Et demain, évidemment, cette visite de François Hollande dans la Silicon Valley, on la suivra sur notre antenne. Merci à tous. Tout de suite, Paris Direct qui continue le journal de 20h et on revient évidemment sur cette visite de François Hollande aux États-Unis. Très belle soirée. À demain, 18h.